Son histoire a fait le tour du monde. Amadou Sadio Ba, vu qu'il s'agit de lui, a voyagé de Belgique jusqu'en Guinée-Conakry, son pays d'origine, à vélo. Nous le recevons dans cette nouvelle édition du Talk pour parler de cette aventure et aussi du volet humanitaire de l'opération Le Nomade. Bonjour Amadou. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Ça va plutôt bien, c'est à nous de vous poser la question. Moi j'étais un peu malade ces derniers jours, vous savez, avec l'accumulation de la fatigue, surtout les 3 derniers jours où j'étais en train d'arriver vers la capitale, il a plu 24 heures sur 24, donc j'étais malade depuis ce moment-là, mais heureusement pour le moment ça va bien, je me sens bien, j'ai commencé à récupérer mon énergie, j'ai recommencé à récupérer mes capacités physiques, j'ai commencé à récupérer un peu mon mental aussi. Tout va bien, Dieu merci. Tout va bien, Dieu merci, comme je vous ai dit, et pour le moment ça va. Inch'Allah. Ce qu'on veut savoir, d'abord on vous retrouve avec un tout nouveau visage, bien loin de celui avec lequel vous avez franchi la capitale Conakry. Vous avez eu le temps de vous faire beau. Je veux dire, on est bien loin du nomade barbu que les populations de Conakry ont accueilli il y a quelques jours. Ouais, vous savez, la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé ici, c'est aller chez le coiffeur. Ça, c'était une obligation. Heureusement pour ma tête, vous voyez, en plus elle brille. J'ai toujours eu le moyen de le faire parce que j'avais des rasoirs jetables avec moi. Mais la barbe, en fait, c'était un challenge que je m'étais lancé avec mon équipe en Belgique, qui m'avait lancé le défi de ne pas me raser jusqu'à ce que j'arrive à Conakry. Du coup, dès que je suis arrivé à Conakry, la première chose à faire, c'était aller chez un barbeur et tailler tout ça. Vous avez fait des études en commerce, vous êtes diplômé de commerce, vous avez travaillé dans plusieurs grandes firmes en Belgique. Comment est-ce qu'on décide un beau jour, alors qu'on a une situation professionnelle plutôt stable, de tout abandonner et de se lancer dans cette quête, j'ai un peu envie de dire, vers l'inconnu, parce que ce n'est pas un chemin que vous avez déjà eu à faire, à vélo notamment. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comme vous avez si bien dit, j'ai travaillé dans beaucoup de grandes firmes. J'avais une très bonne situation, Dieu merci. Mais je pense qu'on doit souvent arriver au moment où on se pose la question de savoir dans sa vie si on a atteint ses objectifs personnels en dehors de ceux qui sont professionnels. Moi, j'étais dans le secteur. Pourquoi? Parce que la société nous fait comprendre qu'il faut travailler, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture, il faut se marier, faire des enfants pour rentrer dans les codes de la société. Mais je pense que dans le monde, il y a 2 styles de personnes. Il y a les personnes qui ont besoin de cette stabilité-là. Et encore une chance qu'il y ait des personnes comme ça, parce que ça, c'est ce qui permet à la société justement de se développer. Et puis il y a les personnes que je qualifierais un peu d'aventuriers. Quand je parle d'aventuriers, je parle des personnes qui font ce que je fais, des sportifs, des musiciens, des acteurs, des journalistes par exemple, comme vous. On est des personnes qui faisons des choses avec le cœur parce qu'on aime ça. On ne sait pas forcément si ça va réussir ou si on va pouvoir vivre de ça, mais on le fait parce que c'est ce que notre cœur nous dicte de faire. Et moi, j'étais arrivé justement à ce moment de ma vie où je me posais vraiment la question de savoir si travailler dans le domaine du commerce, en étant responsable marketing, ce genre de choses, c'était quelque chose que je pouvais faire jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte que je n'étais pas épanoui professionnellement. Et du coup, à ce moment-là, pour se poser les questions et pour pouvoir y apporter des réponses, je pense qu'il faut prendre du temps pour soi-même. C'est ce qui a poussé un peu justement cette aventure-là. C'était le fait de pouvoir partir, abandonner tout, me retrouver avec moi-même, connaître mes limites, savoir où je vais, savoir d'où je viens et surtout savoir où je ne veux plus aller. C'est un peu toutes ces choses-là qui se sont mélangées et qui ont fait que je me suis rendu compte que je devais vraiment faire quelque chose pour moi-même et arrêter de faire les choses parce que la société nous disait que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Vous savez, je dis souvent que le bonheur, c'est quelque chose de personnel et c'est pas universel. Chacun a cette définition du bonheur et pour moi, mon bonheur, c'était celui-ci. Partir, découvrir des personnes, rencontrer des choses, retourner à mes racines. Elle est là ma définition à moi du bonheur. Parlons de l'expédition en elle-même. On reviendra tout au long de cet entretien sur son volet humanitaire. Le 8 mai 2022, vous quittez la Belgique et vous allez arriver en Guinée-Conakry seulement 109 jours après avoir traversé
8 pays notamment. Parlez-nous de cette aventure, Amadou Sadjoba, du début jusqu'à la fin. Racontez-nous tout. Alors en fait, ce qu'il faut savoir et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que j'ai commencé le voyage à pied et avec mon chien au début. J'ai parcouru 300 km avec elle en partant de Bruxelles le 8 mai comme vous l'avez dit. Je suis arrivé à Paris, mais une fois arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'elle était super fatiguée, que c'était un voyage qui était très éprouvant pour elle, surtout qu'elle n'était pas encore très grande, elle avait que 6 mois. Alors pour ne prendre aucun risque, j'ai appelé mon équipe pour demander qu'ils viennent la récupérer à Paris. Et ensuite, j'ai continué le chemin à pied toujours, jusque Toulouse. Ça équivaut à plus ou moins 1000 km, un peu plus de 1000 km. Comme j'ai dit, à pied. Une fois que je suis arrivé à Toulouse, avec mon équipe, on s'est rendu compte que peut-être qu'en Afrique, on allait avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que vous savez, avec l'accès à l'eau, c'est pas quelque chose qu'on trouve à tous les coins de rue. Du coup, il allait falloir que je fasse... il aurait fallu que je fasse, pardon, des réserves d'eau. C'est là en fait que nous est venue l'idée d'acheter ce vélo pour pouvoir acheter les sacs et pouvoir mettre des bouteilles d'eau pour faire des réserves. Donc depuis Toulouse, qui est dans le sud de la France, je suis en vélo. J'ai terminé toute la France, j'ai traversé les Pyrénées jusqu'à ce que j'arrive en Espagne. Je suis passé par la Catalogne. Ensuite, je suis passé par Barcelone, Valence. J'ai fait toute la côte est de l'Espagne. Une fois que je suis arrivé en bas de l'Espagne, à Melilla exactement, il faut savoir que le premier vélo que j'avais, c'était un vélo simple, étant donné que les routes en Europe, ce sont des routes qui sont excessivement bien entretenues. Donc je n'ai pas eu vraiment de problème. Les pneus étaient des pneus basiques. Une fois que je suis arrivé dans le sud de l'Espagne, à Melilla pour prendre le bateau, le premier vélo, je l'ai offert à une personne qui en avait besoin. Pour se déplacer ou quoi que ce soit. C'était un peu ma contribution justement aussi pour remercier la traversée de l'Espagne. J'ai pris le bateau jusqu'au Maroc parce qu'il faut savoir que entre l'Espagne et le Maroc, il y a le détroit de Gibraltar. Du coup, pour traverser ça, il faut prendre le bateau. C'est 1h30 de bateau. Après ça, je suis arrivé à Tanger. J'ai repris un vélo. Cette fois-ci, j'ai pris un vélo avec des pneus beaucoup plus épais. C'est le vélo qu'on voit pour le moment qui circule sur les réseaux. Parce que voilà, c'est des pneus qui amortissent beaucoup plus les chocs, qui évitent moins de crevaisons. J'ai traversé le Maroc. Et comme vous savez, j'ai une équipe en Belgique qui travaille au quotidien et qui fait des mises à jour des pays que je vais traverser, sachant que j'allais traverser un pays qui est dit dans une zone rouge, qui est un peu dangereux, qui est la Mauritanie. Ils ont contacté l'office du tourisme belge qui a clairement dit que c'était une très mauvaise idée de passer par la Mauritanie parce que pour le moment c'est compliqué, il y a souvent des kidnappings, des problèmes. Donc pour éviter tout risque et pour éviter de se mettre en danger inutilement, en bas du Maroc, j'ai pris l'avion avec le vélo jusqu'au Sénégal, à Dakar. Une fois arrivé à Dakar, à ce moment-là, c'était un chemin tout droit vers Conakry. J'ai donc fait la Gambie. Donc j'ai fait le Sénégal plutôt, j'ai fait la Gambie parce que la Gambie se trouve dans le Sénégal. Une fois la Gambie terminée, on sort de la Gambie, en fait on revient au Sénégal du côté de la Casamance. J'ai terminé la Casamance, j'ai fait la Guinée-Bissau. Après la Guinée-Bissau, je suis arrivé le 8 août exactement à la frontière de la République de Guinée, du côté de Kandika. Et c'est là en fait à ce moment-là que j'avais le chemin directement tout tracé pour arriver à Conakry. Et comment ça se passe après avoir traversé la frontière guinéenne? Je parle notamment de la Guinée-Conakry. Déjà, il faut savoir que c'était un sentiment qui était inexplicable. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il faut vraiment les vivre pour pouvoir les comprendre. Ce que j'ai vécu quand j'ai traversé la frontière guinéenne, j'ai été envahi d'émotions parce que ça faisait déjà ça faisait déjà 3 mois plus ou moins que j'étais sur la route. J'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, loin de mes repères, loin de mon confort. Parce que c'est un combat en fait de sortir de sa zone de confort. Du coup à ce moment-là, j'avais directement le chemin. Parce qu'en fait il faut savoir que ici en Guinée, les routes qui sont bien et qui sont goudronnées, ce sont les routes qui mènent directement de chaque grande préfecture à grande préfecture. Donc là j'ai fait Kandika, j'ai fait Koundara, j'ai fait Labé, j'ai fait Concitel, j'ai fait Dalaba, Pita. J'ai vraiment fait toutes les grandes préfectures de la Guinée. Et je suis arrivé le 27 août, comme vous l'avez dit, à Conakry.
Et je pense que sur les réseaux sociaux, tout le monde a pu suivre l'engouement qu'il y avait auquel je ne m'attendais vraiment pas. Je me disais qu'il allait y avoir des personnes, mais ce que j'ai vu là, c'était quelque chose que j'aurais jamais pu imaginer. On a écouté ce 27 août, là, votre maman dire qu'elle avait perdu le sommeil pendant un peu plus de 3 mois. Remercier le peuple guinéen pour cet accueil chaleureux. Vous parlez beaucoup de votre famille. Le soutien de celle-ci a compté pendant votre périple? Énormément, énormément, parce que faut savoir que déjà nous on est une famille qui est très fusionnelle. On a grandi juste avec ma maman, j'ai 3 frères, j'ai 3 sœurs. Ça veut dire qu'on était quand même une grande famille, on a grandi juste avec elle. Et elle a réussi à nous inculquer ce sentiment de se dire que seul on est peut-être fort, mais à plusieurs on l'est encore plus. Quand j'ai prévenu ma famille que je voulais me lancer dans un projet fou comme ça, ils m'ont pas forcément pris au sérieux parce que vous savez, à la maison, dans les familles, il y a toujours le clown de service. Et là, en fait, c'est moi. Ils ont tous cru que c'était une blague jusqu'à ce que ce soit la veille de mon départ, le 7 mai, quand je leur ai demandé à quelle heure ils venaient pour mon départ le lendemain. Là, ils ont commencé à réaliser petit à petit que c'était vrai. Mais dans les moments de fatigue, dans les moments de faiblesse, dans les moments de doute, ou dans les moments où j'avais envie d'abandonner, parce que, qu'on se le dise, j'ai eu des moments où j'avais envie d'abandonner parce que c'était éprouvant, c'était fatigant. Le fait de pouvoir quand même continuer à échanger quotidiennement avec ma famille, la motivation qu'ils me donnaient, le courage qu'ils me donnaient en me disant « Écoute, tu as déjà fait tout ce chemin-là, si tu abandonnes maintenant, ce serait un échec. » Même si ma mère, elle nous a toujours appris que l'échec n'existe pas, tant que tu te relèves et que tu continues, eux, en fait, voulaient vraiment me piquer au vif pour me faire comprendre que je ne pouvais pas abandonner là où je suis, alors que j'ai déjà quitté ma famille depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Du coup, ça veut dire que l'aide qu'ils m'ont apportée, la motivation qu'ils m'ont apportée, dans ces moments-là, c'est quelque chose qui a compté énormément pour la réussite de ce projet. Tout à fait. Ce qui paraît également atypique avec ce projet fou, j'ai envie de dire, ce projet surréaliste, c'est qu'il y a le phénomène d'immigration clandestine qui continue de gagner du terrain. Et donc, vous avez décidé de faire à pied et à vélo le chemin inverse par rapport à ces centaines de milliers d'Africains qui, eux, décident de quitter l'Afrique à pied ou à la nage des fois pour se rendre en Europe. Déjà, est-ce que sur votre chemin, vous avez rencontré quelques-uns d'entre eux? Et est-ce que dans le fond, ce parcours également qui vous a mené de Belgique, de Bruxelles à Conakry, n'est pas aussi un message que vous voulez renvoyer à l'endroit de ces jeunes-là? Ça en est un. Parce qu'il faut vous dire que sur le chemin de la Belgique à la Guinée-Conakry, j'ai eu l'occasion malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire ça, de rencontrer des personnes justement qui ont quitté la Guinée. Et en discutant avec eux, quand ils se rendaient compte que moi je faisais le chemin inverse, ils me prenaient pour un fou. Ce que je peux totalement comprendre, surtout quand tu dis à quelqu'un que tu viens de la Belgique à vélo et que tu vas jusqu'en République de Guinée, on peut te prendre pour un fou. Mais quand je discutais avec ces jeunes, quand je communiquais avec eux, j'échangeais avec eux, je me rendais compte en fait que malheureusement, là où ils étaient arrivés, ils y sont arrivés malgré eux et qu'aujourd'hui, s'ils pouvaient retourner en arrière, ils le feraient et ils ne seraient pas partis. C'est vrai que l'Afrique, c'est quelque chose de compliqué. C'est difficile d'y vivre, pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais parce que le niveau de vie est très compliqué. Ces jeunes-là, par exemple, ce sont des jeunes qui essayent de tout abandonner pour partir, quitte à risquer leur vie pour venir en aide à leurs familles qui vont rester ici en Guinée. Mais en fait, moi, ce que j'essayais de leur faire comprendre en retour, c'est que la réussite en Afrique n'est pas forcément fausse, elle n'est pas forcément impossible. C'est clair que c'est peut-être plus difficile, mais il faut savoir en fait que dans la vie, il n'y a rien de facile. Le message que j'essayais de leur faire comprendre aussi, c'est que arriver en Europe, c'est une chose, mais réussir et s'en sortir, c'en est une autre. Arriver en Europe alors que tu n'as pas de repères, que tu n'as pas de famille, que tu ne connais personne, revient au même en fait que rester ici dans la misère entre guillemets. Et je pense que vivre la misère dans son pays, là où on communique ton langage, là où il y a ta famille, c'est toujours plus facile que vivre la misère dans un pays qui n'est pas le tien. Du coup, j'avais beaucoup de conversations avec eux et quand je leur demandais
pourquoi vous ne retournez pas en Guinée? Parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées au Maroc, en Espagne, étaient des Guinéens. C'est le même message qui revenait. C'était celui de me dire, de dire qu'ils ne pouvaient pas parce que s'ils retournaient en Guinée, ce serait considéré comme un échec. Mais moi, justement, je rebondissais ça sur ça. Comme je vous ai dit, ma maman, elle nous a toujours appris que l'échec, c'était de rester dans l'échec. Donc, je leur disais, l'échec, c'est de rester ici alors que tu n'as rien et tu ne t'en sors pas. L'échec, ce n'est pas de retourner en Guinée, de recommencer à zéro et essayer de t'en sortir. C'est plutôt même louable. Mais malheureusement, ça, c'est un problème qui est dû à la pression sociale. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de toute façon en profondeur par rapport aux familles, par rapport à la population en elle-même, de leur faire comprendre en fait que ceux qui voient la télévision, ceux qui voient sur les réseaux sociaux de l'Europe ou de l'Occident, ce n'est qu'un mirage. Parce que l'Europe, c'est peut-être beau, parce que tu as peut-être plus de droits, mais réussir et vivre de manière décente, c'est tout aussi compliqué qu'en Afrique. Si tu n'es pas issu d'une famille excessivement riche, si tu n'as pas un salaire qui est extrêmement élevé, ben tu vas galérer comme partout dans le monde. Donc, j'avais beaucoup cet échange avec eux et je pense que partir, comme je leur disais aussi, c'est un rêve qui est autorisé à tout le monde. Nulle personne sur Terre n'a le droit d'interdire qui que ce soit de rêver de partir. Mais je pense que partir peut se faire dans les bonnes conditions. Mon message à moi, en fait, il est là. Le message, il n'est pas de ne pas partir. C'est ton droit de partir. Mais si tu veux partir, pars dans les bonnes conditions, c'est-à-dire pars par les voies légales. Ne te risque pas à prendre l'océan, ne te risque pas à passer par les déserts, ne te risque pas à ce genre de choses parce que sur 100 personnes qui vont essayer de partir, peut-être qu'il y a 5 personnes qui vont y arriver, mais 95 autres personnes, elles seront mortes dans le désert, mortes dans l'océan ou enfermées dans les prisons dans les pays où ils n'ont pas réussi à passer. Au final, il n'y a personne qui est gagnant dans l'histoire. Il n'y a personne qui est gagnant dans l'histoire. Donc je pense que nos États à nous doivent vraiment se rendre compte que c'est quelque chose qui est très grave. C'est quelque chose qui fait qu'en fait, on perd énormément d'enfants, énormément de potentiel dans nos pays, parce qu'ils se sentent délaissés, ils se sentent abandonnés, ils estiment qu'on ne s'occupe pas assez d'eux, alors que dans nos pays respectifs, je pense qu'on a assez de ressources, assez de possibilités pour pouvoir subvenir aux besoins de toute la nation. Donc mon message à moi, il est là. N'abandonnez pas, ne cherchez pas la facilité, mais essayez de vous battre comme vous faites tous les jours, parce que c'est vous les vrais héros. C'est nous qui devons apprendre de vous et ce n'est pas vous qui devez apprendre de nous. Mon message à moi, il est là. Tout à fait. Parlons du volet humanitaire de cette opération. À votre arrivée dans la cité sainte de Karamoko, Alpha Molabé, le 16 août dernier, vous avez évoqué avec quelques-uns de nos confrères votre projet de construction de forages. De manière pratique, comment est-ce que se déroule la collecte des fonds, mais quelles sont les zones que vous avez ciblées pour la construction de ces forages et tout naturellement, pourquoi des forages? Alors, vous savez, comme j'ai dit, moi j'ai grandi en Europe. J'ai eu la possibilité d'accéder à l'eau potable toute ma vie. Là-bas, pour vous dire, on nettoie le sol avec de l'eau potable. Nos toilettes, on les nettoie avec de l'eau potable. On se lave avec de l'eau potable. On ouvre le robinet, il y a de l'eau potable qui coule en continu. Même si on veut le faire 24 heures sur 24, c'est sûr que ça n'a aucun problème. Après que j'ai pris la décision de faire ce voyage en introspection avec moi-même, je me suis rendu compte que c'était un voyage qui allait prendre du temps sur beaucoup de kilomètres. Et je me suis demandé, ok, si je dois faire autant de kilomètres et que je dois souffrir autant, comment je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour aider mon pays? Vous savez, ici, nous, la Guinée, on a un surnom qui dit de nous qu'on est le château d'eau d'Afrique. Mais malheureusement, il y a encore énormément d'endroits où il n'y a pas d'accès à l'eau potable. Et en fait, je me suis rendu compte que la seule chose peut-être que je pouvais faire, ma petite pierre à l'édifice, c'était peut-être de faire une levée de fonds pour construire des forages, pour aider justement les personnes qui sont dans les zones reculées à pouvoir accéder à ça aussi et éviter de devoir faire des kilomètres tous les jours pour aller chercher de l'eau, parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et c'est pour ça que je dis, les vrais héros, ou les vraies héroïnes plutôt, ce sont les femmes de nos pays. Ce sont celles qui se mettent tout le temps en première ligne pour subvenir à nos besoins. Ce sont celles qui ne se plaignent jamais pour aller chercher cette eau-là. Donc je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire à mon échelle, c'était ça, faire une levée de fonds. Pour ça, j'ai créé une cagnotte en ligne avec mon équipe qui est directement disponible sur ma bio. À ce moment-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la cagnotte. Vous pouvez directement injecter le montant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Ici en Guinée, on a créé un numéro de téléphone avec Orange Money.
Il y a aussi un numéro de compte bancaire belge qui est aussi ouvert à cet effet-là. Donc, les personnes qui veulent aller dessus, ils peuvent le faire directement. En ce qui s'agit des zones ciblées, pour le moment, j'en ai ciblé une que je me dois absolument de pouvoir apporter justement mon aide. C'est la ville de Koundara, la préfecture de Koundara, pardon. Parce que j'y ai vécu une semaine. Et en ayant vécu là-bas une semaine, j'ai vécu comme les familles qui y vivent du coup. Ça veut dire que moi aussi, au niveau de l'eau, j'étais rationné pour pouvoir me laver, pour pouvoir boire, pour qu'ils puissent cuisiner, pour qu'ils puissent abreuver leurs animaux. Et j'ai vu en fait cette difficulté qu'ils avaient. Un jour, pour vous dire, je me suis réveillé le matin, il n'y avait plus d'eau. Cette famille en question est partie à 10 h chercher de l'eau. Ils sont revenus, il était 19 h. Ils ont mis 9 heures de temps pour faire un aller-retour pour prendre de l'eau et revenir pour pouvoir avoir de l'eau pour le reste de la semaine. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ça, mais en fait, c'est tout ça qui fait aussi que un des forages que je ferai sera obligatoirement à Koundara parce qu'on ne m'a pas dit que cette préfecture-là avait des problèmes, je l'ai vécu. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire ce voyage en vélo et à pied. Parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment se battre pour une cause ou pour une raison si on ne la comprend pas. Si j'avais fait ce voyage à vélo, en avion, pardon, je serais arrivé à Conakry en 8 heures de vol, en une journée. J'aurais rencontré des ONG qui m'auraient dit tel endroit ou tel endroit. Si j'avais fait ce voyage en voiture, j'aurais pu couvrir énormément de kilomètres. Donc il y aurait des zones peut-être que je n'aurais pas vues. Et si je l'avais fait à moto, pareil. Donc le fait de le faire à vélo, ça m'a permis justement de pouvoir sentir la soif, de pouvoir ressentir l'importance de cette eau et de pouvoir aussi rencontrer les populations. Parce qu'à vélo, malheureusement, quand tu es fatigué, il faut que tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu rencontres des personnes qui te posent des questions, tu rencontres des personnes qui te demandent d'où tu viens, tu communiques avec eux, tu leur expliques ton projet, ils te parlent de leurs problèmes. Et toutes ces choses-là, en fait, font que ça te permet de vraiment réaliser que le côté humanitaire de vouloir faire des forages ou des puits améliorés, c'est peut-être la meilleure option que j'avais et c'est la meilleure chose que je pourrais faire parce que il y a un dicton qui dit de toute façon, le bien appartient à celui qui donne, mais c'est avant tout un cadeau pour celui qui reçoit. Donc, et rappelons également qu'à moyen terme, les cités de Gaoul, Kuntitel et Labé vont bénéficier du projet qui est mis sur pied à travers l'opération Le Nomade. Totalement. Parce qu'en fait, il n'y a pas de, on ne se limite pas à dire qu'on va faire un puits, un forage ou 2 forages. On ne se limite pas. À partir du moment où on peut en faire une centaine, on en fera une centaine. Tout l'argent qui sera récolté sera 100% injecté dans ce projet-là. Donc, on ne se limite pas à un nombre de puits ou de forages. On fera en fonction de la cagnotte récoltée. Alors, vous avez pour combien de jours encore à Conakry? Est-ce que vous envisagez un retour? Je peux vous poser la question différemment en Belgique d'ici à là. C'est la question que tout le monde me pose, de savoir si je rentre très rapidement ou pas. Je ne vais pas vous mentir. Je m'étais fixé une date, c'était début octobre pour retourner en Belgique, pour régler 2-3 documents. Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé mon voyage avec mon chien. Du coup, c'était aussi pour la récupérer. Parce que je pense qu'ici en Guinée, il y a beaucoup de choses à faire, que ce soit au niveau de la jeunesse ou au niveau de l'accès à l'eau potable. Donc je pense que même si je retourne début octobre, ce sera pour régler 2-3 documents. Et je ferai un retour en Guinée et à ce moment-là, ce sera pour y rester un très très long moment. Et le retour en octobre, vous l'envisagez toujours à pied et à vélo? Non, première classe, en avion, avec les hôtesses de l'air. Merci Amadou Sadjoba de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Je rappelle que vous êtes le nomade. Vous avez fait 109 jours de route entre la Belgique et la Guinée-Conakry à vélo et à pied. Un exploit salué par l'ensemble de notre continent. Merci en tout cas d'avoir accepté notre entretien. Merci beaucoup à vous et merci pour l'intérêt. Merci énormément. Bonne journée à vous. On se retrouve d'ici à là, les amis, pour d'autres productions sur Focus Média Afrique. Portez-vous bien et continuez de vous abonner sur nos différentes plateformes en ligne. À très bientôt.